C'est bientôt la fin de la télévision analogique et la TNT connaît un essor sans précédent en France. Alors comment fonctionne la télévision hertzienne et quelles sont les futures utilisations de la télévision? Bienvenue dans le JT de la science. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette édition spéciale consacrée à la télévision hertzienne. Alors avant de commencer à parler des nouvelles technologies qui font leur apparition, il faut se souvenir que la télé existe maintenant depuis plus de 70 ans. Alors comment fonctionne la télévision et quelles sont les différences apportées par le numérique? C'est un reportage de Yoann Vedani. La caméra capte les images et transforme la lumière en signal électrique. Plus il y a de lumière, plus le signal est puissant. Voilà pourquoi on utilise le terme analogique. Ces signaux sont caractérisés par une fréquence, c'est-à-dire le nombre d'oscillations en une seconde, et elles se mesurent en Hertz. Les signaux vidéo voyagent sur une onde porteuse, concrètement un modulateur produit grâce à un courant électrique, une onde électromagnétique puissante et régulière. Une onde capable de voyager sur de longues distances au-dessus de nos têtes. On y ajoute ensuite le signal vidéo, et l'onde porteuse se met alors à moduler au rythme de ce signal. Les signaux vont donc voyager entre une antenne émettrice et des antennes de réception, celles qui fleurissent sur les toits. À l'arrivée, dans notre téléviseur, un démodulateur effectue l'opération inverse, il sépare le signal vidéo de l'onde porteuse et l'image apparaît sur l'écran. Chaque chaîne dispose de plages de 8 MHz. Pour le moment, il y a juste assez d'ondes porteuses pour le nombre de chaînes actuelles. Chaque chaîne émet sur sa plage et à l'arrivée, c'est le tuner qui permet de sélectionner la chaîne que l'on souhaite regarder, c'est-à-dire la plage de fréquence de la chaîne. Ce modèle reste valable avec la TNT, sauf que l'image est transformée en signal non plus analogique mais numérique. Il va être découpé et à intervalles réguliers, on va sélectionner les points auxquels on attribue un code numérique constitué de 0 et de 1. Quand on diffuse en numérique, ce sont ces codes que l'on fait voyager. On attribue au 0 et au 1 un signal électrique différent, puis ces signaux sont mélangés à l'onde porteuse, qui désormais ne contient plus que deux types d'informations. Au final, l'antenne de réception capte les ondes porteuses, puis la démodulation récupère les codes numériques qui permettent de reconstituer le signal vidéo, l'image. L'énorme avantage du numérique, c'est qu'on peut alléger le message, et pour cela on utilise des formats de compression tels que le MPEG. Quand on observe plusieurs images qui se suivent, par exemple pour la télévision, il y en a 25 par seconde, on s'aperçoit que très souvent une petite partie de l'image change quand on passe de l'une à l'autre. Les systèmes MPEG analysent en permanence tous les pixels qui composent une image. Quand l'information se répète d'une image à l'autre, elle n'est pas renvoyée. Seules les nouvelles informations sont envoyées, plus une instruction indiquant qu'il faut reproduire la précédente image. Cela allège considérablement le message. Enfin, pour éviter de perdre des informations, une image pleine est transmise régulièrement toutes les 6 ou 8 images, ce sont les images clés. L'autre avantage du numérique, c'est que là où on ne pouvait faire voyager qu'une seule chaîne de télévision, on peut désormais faire voyager 5 programmes simultanément. Attention, la plage des 8 MHz n'est pas divisée en 5 ou 6 bandes. Les programmes ayant été compressés voyagent ensemble par paquet sur la même bande, formant ce qu'on appelle un multiplex. Ainsi, les chaînes sont mélangées et une fois reçues par le téléviseur passent à travers un démultiplexeur qui sélectionne les paquets de la chaîne que regarde le spectateur. L'inconvénient du multiplexage est que certaines chaînes occupent plus de place que d'autres. Ce sont par exemple celles qui diffusent du sport ou des films d'action, car il y a beaucoup de mouvements dans les images. Dans un même multiplex, il est donc impossible de ne mettre que des chaînes de sport ou de cinéma. Pour éviter des problèmes de réception, chaque multiplex doit être équilibré en mélangeant par exemple des chaînes pour enfants, d'information ou de politique peu gourmandes en images, avec des chaînes généralistes qui elles prennent beaucoup de place. À l'heure actuelle, les 29 chaînes de la TNT occupent 5 multiplex de 5 à 7 chaînes. En 2008, 3 nouveaux multiplex sont apparus. L'un d'eux est destiné aux chaînes locales, car grâce au multiplexage, les coûts de diffusion ont beaucoup baissé. Les 2 autres multiplex sont réservés à la télévision numérique en haute définition. Jusqu'en novembre 2011, les 5 grandes chaînes nationales seront diffusées autant en analogique qu'en numérique. La diffusion de Canal+ en analogique s'est quant à elle déjà arrêtée. Les fréquences qui seront ainsi libérées d'ici 2011 pourront servir à de nouvelles utilisations telles que la radio numérique, la téléphonie ou l'Internet. Malheureusement, comme pour l'analogique, la TNT ne couvrira pas tout le territoire, mais l'objectif est qu'au minimum 95% de la population la reçoive. Pour les autres, il reste le satellite. Avec la disparition des téléviseurs cathodiques et l'arrivée des écrans plats, on parle de plus en plus de haute définition. Alors la haute définition, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va apporter et surtout combien ça va coûter? Élément de réponse avec Benjamin Brunet. Le passage de l'analogique à la TNT permet des évolutions sans précédent dans l'univers du petit écran.
L'une de ces évolutions est le passage à la HD, la haute définition. Cela implique que les émissions soient créées en haute définition et que toute la chaîne de diffusion soit adaptée. Le coût de diffusion est multiplié par 2 ou 3, les chaînes prenant plus de place sur les multiplexes. Les téléviseurs des spectateurs doivent aussi être compatibles haute définition. Sur les téléviseurs de génération précédente, l'image était composée d'environ 420 000 pixels, répartis en 720 lignes de 576 points chacune. C'est la SD, la définition standard. Avec le temps, on a filmé avec davantage de définition, davantage de pixels. Pour que l'image puisse garder sa qualité sur de grands écrans, on est passé à la haute définition, des images de 1080 lignes de 1920 pixels chacune, ce qui fait plus de 2 millions de pixels. De plus, plusieurs normes de téléviseurs HD existent. Pour bénéficier de la meilleure qualité d'image possible, il faut choisir un écran ayant une résolution de 1920 par 1080 pixels, ce qui permettra d'afficher autant de pixels que l'image diffusée en comporte. Seulement, nous sommes en période de transition sur un écran HD. Lorsqu'un programme SD arrive, il faut combler les vides. Il y a plus de pixels sur l'écran que sur les capteurs des caméras. Les techniques sont plus ou moins bonnes selon les téléviseurs. De plus, il existe plusieurs normes de haute définition. Certains téléviseurs proposent 720 lignes de 1280 pixels chacune, soit 1 million de pixels. Le choix selon les différentes normes peut se faire selon le prix, mais aussi selon la taille du téléviseur. Si vous avez besoin d'un écran de petite taille, il n'est pas nécessaire de prendre un écran 1080 pixels. Il y a encore peu de programmes diffusés en HD. Ce sont les grandes chaînes qui ont ouvert le bal en octobre 2008 avec la version HD de France 2, Arte, TF1, Canal+, et M6. Mais à terme, tout le monde s'y mettra, vu que d'ici à fin 2015, toutes les chaînes françaises seront diffusées en numérique haute définition. Autre innovation, la télévision mobile personnelle. Testée récemment par les opérateurs de téléphonie mobile dans le métro parisien, elle permet d'accéder à 16 chaînes n'importe où en France. Bientôt dans vos poches et vos sacs, la TMP. Complémentaire, voire intégrée à vos téléphones portables, la TMP permet de recevoir au moins 16 chaînes en qualité numérique que l'on peut recevoir n'importe où, y compris en déplacement. La différence avec les technologies 3G actuelles des opérateurs mobiles, c'est qu'il ne s'agit plus de diffusion point à point. En clair, pour accéder à la télévision sur 3G, c'est comme si vous décrochiez une ligne téléphonique et que vous étiez connecté directement à la chaîne. Lorsque vous ne regardez plus le programme, vous raccrochez. L'ennui, c'est que ce système sature très vite. Si tous les téléphones font la même demande en même temps, tous les téléphones ne pourront pas être servis. La TMP permettra de diffuser en masse grâce à une nouvelle norme, le DVB-H. Ce sont les appareils de réception qui, à la manière de la TNT, munis d'un tuner et d'un démultiplexeur, feront le tri dans les ondes. Il va falloir créer un nouveau réseau hertzien, soit en adaptant des émetteurs existants, soit en créant de nouveaux. 16 chaînes ont déjà été retenues par le CSA pour la TMP. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT de la science. Passez une excellente journée.